Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps il faut pour qu'un cœur se brise complètement? Pour moi, ce furent exactement 23 secondes. Le temps qu'il a fallu à ma fille unique pour me dire que je ne servais plus à rien. Je m'appelle Mathilde Leroy. J'ai 70 ans et je vis dans un petit appartement dans le 19e arrondissement de Paris, où les fenêtres grincent avec le vent et le parquet raconte des histoires du temps de l'occupation. Je suis né quand la France léchait encore les blessures de la guerre, j'ai grandi pendant les manifestations de mai 1968, et j'ai vieilli en voyant Paris se transformer autour de moi, tout comme ma propre vie. La pluie tombait cet après-midi d'octobre, quand Élodie, ma fille de 42 ans, est venue me rendre visite. Les gouttes frappaient à la fenêtre comme des doigts impatients. Le ciel gris de Paris semblait présager ce qui allait arriver. Élodie a toujours été déterminée, intelligente, et je dois l'admettre, impatiente. Elle a hérité des yeux verts de son père, Lucien, qui nous a quittés il y a 15 ans. Depuis lors, j'ai remarqué que quelque chose avait changé en elle. Cet après-midi-là, ma main tremblait en tenant la tasse de thé. Ce n'était pas la maladie de Parkinson que le médecin avait diagnostiquée 2 mois auparavant, c'était la peur. La peur de demander de l'aide à ma propre fille. Élodie, je dois te parler de quelque chose d'important. Elle a soupiré, sans lever les yeux de son téléphone portable. Qu'y a-t-il encore, maman? J'ai une réunion dans 1 heure. Les médecins disent que je ne peux plus vivre seule. Le Parkinson progresse plus vite qu'il ne l'avait prévu. C'est alors qu'elle a finalement levé les yeux. Mais je n'y ai pas trouvé la chaleur qu'une fille devrait avoir pour sa mère. Je n'y ai vu que l'inconvénient, le fardeau que je devenais. Et que veux-tu que je fasse? N'est-ce pas assez que je doive gérer mon entreprise, élever mes enfants, et encore m'occuper de mes propres factures? J'ai pensé que peut-être que je pourrais vivre chez toi pendant un moment. Juste jusqu'à ce que nous trouvions une meilleure solution. Le silence qui a suivi était plus douloureux que n'importe quel cri. Élodie a posé son téléphone sur la table et m'a regardé comme si j'étais une étrangère. As-tu une idée de ce que tu demandes? Ma maison a à peine assez d'espace pour nous. Antoine a 13 ans et a besoin d'intimité. Camille entre dans l'adolescence. Et toi, tu as besoin de soins constants. Je pourrais aider avec les enfants, ai-je murmuré, essayant de retenir mes larmes. Je pourrais cuisiner quand mes mains me le permettront. C'est alors que c'est arrivé. Élodie s'est levée, renversant sa chaise. Cuisiner? Tu arrives à peine à tenir cette tasse. Maman, comprends une fois pour toutes, elle a jeté ses mains en l'air, exaspérée. Tu ne sers plus à rien. 23 secondes. Le temps exact qu'il m'a fallu pour assimiler ces paroles, sentir leur impact traverser ma poitrine, et réaliser que l'amour d'une fille peut avoir des conditions qu'aucune mère ne devrait jamais connaître. Ces paroles sont tombées comme des pierres sur mon cœur déjà fragilisé. L'appartement a soudain semblé trop froid, trop silencieux. La tasse que je tenais a glissé entre mes doigts tremblants et s'est brisée sur le sol, répandant thé et porcelaine partout. Tu vois? C'est exactement de cela que je parlais, a dit Élodie, cherchant des serviettes dans la cuisine. Tu n'arrives même plus à tenir une tasse. Comment pourrais-tu aider avec mes enfants? Pendant qu'elle nettoyait les dégâts, je me suis retranché dans mon silence. Non par manque de mots, j'en avais des milliers coincés dans la gorge, mais par peur que tout ce que je dirais ne confirme sa vision de moi, une vieille femme inutile, un fardeau. Nous trouverons une solution, maman, a-t-elle dit, déjà recomposée, vérifiant sa montre. Une maison de retraite, peut-être. Avec des professionnels qui sauront prendre soin de toi. Je dois y aller maintenant. Élodie a pris son sac coûteux, ajusté son manteau, et marché vers la porte. Elle a hésité un instant, comme si elle voulait dire quelque chose de plus, mais a changé d'avis. Elle est sortie en fermant doucement la porte, sans regarder en arrière. Le bruit de ses talons s'éloignant dans le couloir marquait le rythme de ma solitude. Lentement, j'ai réussi à me lever et à marcher jusqu'à la fenêtre. La pluie s'était arrêtée, et Paris commençait à s'illuminer dans le crépuscule. Les lumières de la ville,
qui m'apportait autrefois du réconfort, semblait maintenant distante et indifférente tout comme ma fille. J'ai observé les gens en bas, pressés, enlacés, poursuivant leur vie. De jeunes couples partageant des parapluies, des mères tenant les mains de leurs enfants. Un jour, Élodie était cette petite fille qui s'accrochait à ma main avec une confiance totale, me regardant comme si je pouvais résoudre n'importe quel problème du monde. Dans le refuge de mon appartement, les souvenirs ont commencé à émerger comme des bulles dans l'eau bouillante. Je me suis souvenu du jour où Élodie est née, un minuscule bébé aux cheveux sombres qui criait comme pour prouver au monde qu'elle était arrivée. Je me suis souvenu de ses premiers mots, de ses premiers pas, de la première fois qu'elle m'a dessiné un croquis enfantin que je garde encore dans le tiroir de la commode. Me traînant jusqu'à la chambre, j'ai cherché sous le lit une boîte en cèdre que Lucien avait fabriquée pour moi pour notre 10e anniversaire de mariage. À l'intérieur, je gardais les reliques de notre vie, des lettres d'amour jaunies, de vieilles photographies, des mèches de cheveux des premières coupes d'Élodie. Parmi les trésors, j'ai trouvé le petit livre que j'avais acheté pour Élodie quand elle avait seulement 8 ans. C'était un journal à couverture de cuir, soigneusement choisi dans une librairie du quartier latin. Sur la première page, j'avais écrit de ma plus belle écriture, pour mon Élodie, qui un jour comprendra le pouvoir des mots écrits. Avec un amour éternel, maman. Elle avait adoré ce cadeau, écrivant religieusement pendant des semaines. Mais un jour, après une dispute sur le fait qu'elle ne pouvait pas aller à une fête, elle a jeté le journal à la poubelle. Je l'ai récupéré pendant qu'elle dormait, incapable de laisser disparaître ce symbole de notre lien. Élodie n'a jamais demandé après le journal, et je n'ai jamais mentionné l'avoir gardé. J'ai passé mes doigts tremblants sur la couverture usée, sentant la texture du cuir sous ma peau ridée. Comment pouvais-je expliquer à Élodie que garder ce journal n'était pas seulement pour préserver un objet, mais pour maintenir vivant l'espoir qu'un jour elle redeviendrait cette fille qui me faisait confiance, qui croyait que j'avais toutes les réponses? Mes yeux se sont posés sur la boîte de médicaments sur la table de chevet. Les comprimés qui maintenaient le Parkinson sous contrôle, du moins temporairement. Des médicaments coûteux qu'Élodie aidait à payer, bien que toujours avec un soupir d'inconvénient quand elle mentionnait le prix. De petites pilules qui prolongeaient une vie qui, à ses yeux, n'avait plus de valeur. Je suis allé à la cuisine et me suis préparé plus de thé, cette fois-ci tenant la bouilloire à 2 mains pour éviter un autre accident. L'arôme de lavande a rempli l'appartement, me rappelant les champs de Provence où tout a commencé. Je suis retourné au fauteuil près de la fenêtre, mon poste d'observation du monde qui continuait sans moi. La lune commençait à apparaître entre les nuages qui se dissipaient, pâle et distante. Comme je le devenais pour ma fille. Je suis allé dans la petite pièce qui me servait de bureau, un espace étroit avec un vieux bureau et des étagères chargées de livres. Je me suis assise et j'ai tiré une feuille de papier. Mon écriture, autrefois élégante et ferme, tremblait maintenant comme des feuilles au vent. Malgré tout, j'ai commencé à écrire. Pas une lettre pour Élodie, ce n'était pas encore le moment, mais un début de ce qui serait mon testament spirituel. Quand une mère entend qu'elle ne sert plus à rien, quelque chose se brise en elle. Ce n'est pas seulement la fierté, mais la certitude qu'elle a échoué dans sa mission la plus fondamentale, être importante dans la vie de ses enfants. J'ai écrit jusqu'à ce que mes mains me fassent trop mal pour continuer. Ensuite, j'ai rangé les pages dans un dossier bleu, avec les documents qui un jour révéleraient à Élodie qui était vraiment sa mère. Cette nuit-là, j'ai rêvé de la Provence. Des vignobles ondulant sous le soleil d'été, du jeune homme aux yeux ardents qui m'avait promis le monde et ne m'avait laissé qu'un souvenir qui deviendrait mon secret le mieux gardé. Un secret qui, des décennies plus tard, façonnait encore silencieusement chaque décision de ma vie. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'Élodie. Sa voix semblait fatiguée, peut-être repentante. « Maman, à propos d'hier ? Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, ma chérie. Je n'aurais pas dû dire ça. Je suis stressée par le travail et les problèmes avec Laurent. » Laurent, le mari d'Élodie. Un homme distant, tout comme elle l'était devenue. J'avais toujours vu les signes, mais Élodie n'avait jamais voulu écouter. En tant que mère, on apprend à choisir ses batailles. « Tout va bien », ai-je répondu,
tout en sachant que ce n'était pas le cas. Nous sommes d'une famille. On dit des choses dans le feu du moment. Je cherche des options, a-t-elle continué. Des maisons de retraite bien réputées. Tu mérites les meilleurs soins possibles. Maison de retraite. L'endroit où les enfants occupés envoient les parents gênants. Même dans sa tentative de paix, Élodie me faisait clairement comprendre que je n'avais pas de place dans sa vie quotidienne. Merci de t'inquiéter, c'est tout ce que j'ai pu dire. Quand j'ai raccroché, j'ai pris une décision. Si Élodie croyait que je ne servais plus à rien, peut-être était-il temps de lui montrer à quel point elle se trompait. Non pas avec colère ou ressentiment, mais avec la révélation d'un objectif plus grand qui avait guidé mon existence depuis bien avant sa naissance. J'ai pris le téléphone et appelé Monsieur Lavigne, mon avocat depuis 3 décennies. Monsieur Lavigne ? C'est Mathilde Leroy. J'ai besoin de réécrire mon testament dès que possible. Un problème, Madame Leroy ? Pas exactement. J'ai simplement réalisé que certaines vérités ne peuvent pas attendre la mort pour être révélées. Ce soir-là, après qu'Élodie soit partie sans me dire au revoir, je me suis assise près de la fenêtre, observant Paris s'illuminer sous la pluie. J'ai pensé à toutes les nuits où j'étais restée éveillée avec Élodie dans mes bras quand elle n'était qu'un bébé. J'ai pensé aux heures supplémentaires que j'avais travaillées à la librairie pour payer ses cours de ballet. J'ai pensé à comment j'avais vendu les bijoux de ma mère pour financer ses études universitaires. Et maintenant, je ne servais plus à rien. Mais ce qu'Élodie ne savait pas, c'est que j'avais encore une histoire à raconter. Une histoire qui avait commencé il y a 50 ans, lors d'un été en Provence, et qui changerait à jamais la signification de ces paroles cruelles. Quand elle découvrirait la vérité, ce cri résonnerait à travers le temps, mais pas de la manière à laquelle elle s'attendait. Mon passé garde des secrets que personne n'a jamais soupçonnés. Cet été en Provence a changé le cours de ma vie pour toujours. Si Élodie savait ce qui s'est réellement passé, peut-être comprendrait-elle que derrière cette dame tremblante se trouve une femme qui a porté un fardeau invisible pendant des décennies. Je ne peux pas revenir en arrière dans le temps, mais je peux encore écrire la fin de cette histoire. Et quand ma fille lira mon testament, les larmes qu'elle versera ne seront pas de culpabilité, mais de compréhension. Continuez avec moi dans ce voyage à travers les recoins cachés de mon cœur, et vous découvrirez qu'une mère ne cesse jamais de servir, même quand le monde pense qu'elle n'a plus rien à offrir. C'est en 1975 que j'ai rencontré Lucien, un jeune professeur de littérature à la Sorbonne. J'avais 20 ans et je travaillais dans l'ancienne librairie Shakespeare & Company, près de Notre-Dame. Il venait tous les samedis, toujours à la recherche de poésie d'Apollinaire. Ses yeux verts, les mêmes qu'Élodie a hérités, avaient l'éclat de quelqu'un qui voyait le monde à travers les mots des autres. Notre amour a fleuri entre les livres poussiéreux et les promenades au bord de la Seine. Il m'emmenait dans de petits cafés cachés du quartier latin, où nous passions des heures à discuter de littérature pendant que la vie parisienne s'écoulait autour de nous. Nous nous sommes mariés l'automne suivant, lors d'une petite cérémonie à Montmartre, avec seulement quelques amis et la bénédiction réticente de ma mère, qui trouvait Lucien trop beau pour être vrai. 1 an plus tard, nous attendions Élodie. Sa naissance fut comme un miracle pour nous. Lucien a pleuré en la tenant pour la première fois, chuchotant des poèmes à son oreille minuscule. Elle sera brillante comme les étoiles, disait-il, sans savoir à quel point ces mots me blessaient. Étoile. Comme Céleste, le nom que j'avais donné à la fille que je n'ai jamais pu élever. Mais il y a des parties de cette histoire que je n'ai jamais racontées à personne. Pas même à Lucien, l'homme qui avait juré de partager avec moi toutes les joies et les peines. Avant lui, il y eut un été en Provence. J'avais 19 ans et je m'étais enfui de chez moi après une violente dispute avec mon père, un homme rigide et traditionnel qui n'acceptait pas mon désir d'étudier l'art. L'art ne remplit pas l'estomac, disait-il, frappant du poing sur la table. Tu finiras comme ta tante Amélie, célibataire et sans avenir. Ironique que ce soit précisément dans ses bras que j'ai couru plus tard. Cet été 1974, le soleil de Provence semblait plus doré, le ciel plus bleu, l'air parfumé de lavande et de possibilités. J'ai trouvé du travail dans un vignoble sur les collines du Luberon,
un lieu d'une beauté si intense qu'il faisait parfois mal de regarder autour de soi. C'est là, parmi les vignes qui s'étendaient comme un tapis vers sous le ciel méditerranéen, que j'ai rencontré Gérard Moreau, le fils du propriétaire. Gérard était tout ce que mon père aurait craint, passionné, sauvage et dangereusement charmant. Avec ses cheveux sombres et ses yeux qui semblaient porter toutes les tempêtes de la Méditerranée, il était le genre d'homme contre lequel ma mère m'avait mis en garde. Le genre qui promet le monde entier en chuchotant à l'oreille, tandis que ses doigts cherchent déjà la prochaine serrure à ouvrir. Nous vivions dans un monde à part cet été-là. Gérard me montrait les secrets de la fabrication du vin pendant la journée, et la nuit, il m'enseignait les secrets de l'amour dans un petit chalet abandonné parmi les vignes. Il parlait de Paris avec dédain, l'appelant « ville d'illusions », et rêvait de transformer le vignoble de son père en l'un des plus prestigieux de France. Nous resterons ensemble ici, disait-il, ses doigts traçant des cartes imaginaires sur ma peau nue. Nous ferons des vins que rois et reines supplieront de boire. Je croyais chaque mot. Comment ne pas croire, quand le soleil se levait et se couchait dans son sourire ? Quand chaque promesse était scellée par des baisers qui semblaient enflammer mon âme ? Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, à la fin de ce mois d'août, j'ai d'abord ressenti de la peur, puis une joie prudente. J'imaginais un enfant courant parmi les vignes, Gérard le portant sur ses épaules, nous trois construisant cette vie dont il rêvait tant. J'ai partagé la nouvelle lors d'un pique-nique au coucher du soleil, parmi les vignes chargées de raisins presque mûrs. J'avais préparé son plat préféré, ratatouille aux herbes fraîches, et répété 1000 façons de le lui annoncer. À la fin, les mots sont sortis simplement, comme un soupir. J'attends un enfant de toi. Le silence qui a suivi aurait dû m'alerter. La façon dont son regard a glissé du mien pour se fixer sur un point lointain à l'horizon. La manière dont ses mains se sont fermées en poing avant de se détendre dans une reddition forcée. C'est, inattendu, fut tout ce qu'il dit pendant le dîner. Plus tard, il m'a aimé avec une intensité presque douloureuse, comme s'il voulait imprimer chaque centimètre de mon corps dans sa mémoire. Je me suis endormie dans ses bras, épuisée et pleine d'espoir. Quand je me suis réveillée, il avait disparu. Avec lui, l'argent du coffre de son père, une collection de vins rares, et la petite voiture familiale. Il n'a laissé qu'un mot griffonné à la hâte, « Je ne suis pas prêt pour ça. Oublie-moi. » 5 mots pour clôturer ce que je pensais être le début de ma vie. 5 mots pour me transformer de rêveuse passionnée en femme abandonnée, enceinte et sans direction. Le père de Gérard, Monsieur Moreau, un homme de peu de mots et beaucoup de rides taillées par le soleil, n'a pas montré de surprise en découvrant la disparition de son fils. Ce n'est pas la première fois, dit-il, me servant un verre du vin que nous avions produit ensemble. Et l'argent ? Quand j'ai confirmé que le coffre était vide, il a hoché la tête comme s'il confirmait un vieux soupçon. Tu n'es pas la première, a-t-il ajouté avec une gentillesse inattendue. Et le bébé ? Ma main a instinctivement couvert mon ventre encore plat. C'est le sien. Je peux offrir de l'argent, a dit le vieil homme, regardant au-delà de moi, vers les vignobles que son fils avait abandonnés. Pour résoudre le problème. J'ai compris ce qu'il voulait dire. À cette époque, l'avortement venait d'être légalisé en France, mais c'était encore un sujet tabou, surtout dans les zones rurales. Ce n'est pas un problème, ai-je répondu, trouvant une force que je ne savais pas posséder. C'est un enfant. Monsieur Moreau n'a pas insisté. Il m'a offert du travail jusqu'à la fin des vendanges, mais nous savions tous deux que je ne pouvais pas rester. Chaque coin de ce vignoble portait maintenant des souvenirs qui coupaient comme des éclats de verre. Désespéré et seul, j'ai cherché le seul endroit où je pouvais trouver refuge, la maison de ma tante Amélie à Marseille. La même tante que mon père considérait comme un échec pour ne s'être jamais mariée, pour vivre de son travail d'enseignante et de ses peintures qu'elle vendait occasionnellement aux touristes. Je me souviens d'être arrivé à sa porte, trempé par la pluie d'automne, ne portant qu'une valise et un cœur brisé. Elle n'a pas posé de questions, elle a simplement ouvert les bras. C'est dans ses bras que je me suis effondré, racontant entre les sanglots l'histoire de Gérard, du bébé, de l'abandon. Ah, ma petite, a-t-elle murmuré, essuyant mes larmes. Les hommes viennent et vont.
Mais tu es forte, comme toutes les femmes de notre famille. C'est tante Amélie qui m'a soutenue pendant les mois suivants, qui a tenu mes cheveux pendant que je vomissais le matin, qui a massé mon dos douloureux à mesure que le bébé grandissait, qui m'a écouté alterner entre colère et nostalgie, entre espoir et désespoir. C'est elle qui, délicatement, m'a aidé à voir que je ne pourrais peut-être pas élever cet enfant seul. Tu es trop jeune, Mathilde, disait-elle, tout en peignant le coucher de soleil vu de sa fenêtre. Un jour, quand tu seras prête, quand tu trouveras un homme qui mérite ton amour, tu auras d'autres enfants. La décision de donner le bébé à l'adoption n'a pas été prise en un moment, mais en des milliers. À chaque regard vers mon avenir et les possibilités limitées pour une mère célibataire dans la France des années 70. À chaque lettre sans réponse que j'ai envoyée à la dernière adresse connue de Gérard. À chaque calcul de ce que coûterait un loyer, la nourriture, les vêtements, sans diplôme, sans expérience, sans famille au-delà d'une tante aux ressources limitées. Par un matin pluvieux de janvier, j'ai donné naissance à une petite fille. Un accouchement difficile, long, comme si l'univers voulait me donner le temps de changer d'avis, de créer des racines avec cet enfant qui quitterait bientôt mes bras. Je me souviens de l'avoir tenu contre ma poitrine pendant seulement 20 minutes avant que l'assistante sociale ne l'emporte. 20 minutes pour mémoriser chaque détail de son petit visage, la forme parfaite de ses minuscules oreilles, l'odeur indescriptible de sa peau. 20 minutes pour chuchoter des promesses que je ne pourrais pas tenir, pour dire adieu à cette partie de moi qui continuerait sans moi. Je lui ai donné le nom de Céleste. Étoile. Parce que même si elle était loin, elle brillerait toujours dans mon ciel, me guidant silencieusement à travers les nuits les plus sombres. La douleur de la séparation n'a pas été ce que j'attendais. Elle n'a pas été aiguë puis diminuée. Ce fut le contraire, un vide sourd qui a grandi avec le temps, occupant des espaces que je ne savais même pas exister en moi. Je suis retournée à Paris, déterminée à recommencer. J'ai terminé mes études, obtenu le travail à la librairie, reconstruit ma vie pièce par pièce. 6 ans plus tard, quand Élodie est née dans un hôpital parisien, avec Lucien tenant ma main et des larmes de joie dans les yeux, j'ai cherché sur ce nouveau petit visage les traits de Céleste. Pendant un moment terrible, j'ai craint de ne pas pouvoir aimer cette deuxième fille, si légitimement mienne, si complètement acceptée dans le monde. Mais le cœur a une capacité infinie à s'élargir. Parfois, quand Élodie souriait d'une certaine façon ou fronçait les sourcils en se concentrant, je voyais des éclairs de Céleste, et mon cœur se serrait dans un mélange d'amour et de perte. Lucien a été le père qu'Élodie méritait, présent, aimant, patient. Nous avons construit une bonne vie ensemble, modeste mais heureuse. Il n'a jamais su pour Céleste. Non par manque de confiance, mais par peur. Peur qu'il me voie différemment, peur de revivre cette douleur en la mettant en mots, peur que, d'une certaine façon, révéler l'existence de Céleste puisse porter malheur à notre petite famille parfaite. Superstition stupide d'une femme marquée par l'abandon. Pendant des décennies, j'ai gardé ce secret enfoui dans le plus profond de mon être. Mais comme toutes les choses enterrées, il grandissait dans l'obscurité, se nourrissant de ma culpabilité silencieuse. J'ai essayé de retrouver Céleste quand j'ai eu 40 ans. L'âge m'a apporté un courage que je n'avais pas avant. Ou peut-être était-ce simplement le désespoir de savoir, d'une manière ou d'une autre, qu'elle allait bien. Mais le processus d'adoption avait été fermé, scellé avec la promesse d'anonymat que j'avais moi-même signée de mes mains tremblantes tant d'années auparavant. J'ai engagé un détective privé, utilisant de l'argent économisé secrètement sur mon salaire à la librairie que Lucien et moi gérions. Des mois de recherche n'ont abouti qu'à un nom, la famille Renaud de Lyon, et une nouvelle qui m'a brisée. Céleste Renaud était morte à 22 ans, dans un accident de voiture, en revenant de l'université où elle étudiait la littérature. J'étais arrivée trop tard. Ma première-née, l'étoile qui devait me guider, s'était éteinte avant même que je puisse lui dire que je ne l'avais jamais oubliée, que je l'aimais, que j'avais pensé à elle à chaque anniversaire, à chaque Noël, à chaque moment important de ma vie. C'est à ce moment-là, au milieu du deuil pour une fille que j'avais à peine connue, que j'ai pris une décision qui changerait le cours de ma vie. Ce que personne ne sait, ni Lucien ne l'a su,
ni Élodie ne l'imagine, c'est que tout l'argent que j'ai économisé durant ma vie n'était pas seulement pour assurer une vieillesse confortable ou laisser un héritage à ma fille, comme tout le monde le pensait. C'était ma façon de compenser l'abandon de Céleste. Par le biais de la Fondation Étoile Tombée, que j'ai créée anonymement après la mort de Lucien, j'ai financé des foyers pour jeunes mères célibataires dans toute la France. Des endroits où des femmes comme moi pouvaient trouver non seulement un toit, mais aussi une orientation, un soutien psychologique, une formation professionnelle, tout ce que je n'avais pas eu et qui aurait pu changer ma décision en ce lointain janvier. J'ai investi chaque centime supplémentaire que j'ai pu économiser, profité des hausses en bourse, multiplié l'argent de l'assurance vie de Lucien, acheté et vendu des propriétés au bon moment. Je suis passé d'une petite donatrice anonyme à la principale bienfaitrice d'un réseau de soutien qui a déjà aidé des milliers de femmes à garder leurs enfants, si elles le souhaitaient. Tout ce travail, toute cette mission, est resté mon secret le mieux gardé. Même les administrateurs de la fondation ne savaient pas qui était la mystérieuse bienfaitrice qui signait simplement M. Pour le monde, j'étais juste Mathilde Leroy, veuve, ancienne propriétaire d'une librairie, mère d'Élodie, grand-mère d'Antoine et Camille. Et maintenant, avec le diagnostic de Parkinson avancé, je sais que mon temps est compté. Les médecins parlent de stade, de progression de la maladie, de limitations qui deviendront de plus en plus sévères. Mon corps, ce vieux compagnon de voyage, m'abandonne progressivement, tout comme j'ai été abandonné tant de fois auparavant. Je dois dire la vérité à Élodie, mais je crains sa réaction. Je crains qu'elle y voie une preuve de plus que je ne sers plus à rien. Quel genre de mère cache une sœur toute sa vie? Quel genre de mère crée une fondation millionnaire sans rien partager de tout cela avec sa propre fille? Le lendemain de notre confrontation, de ces paroles cruelles qui résonnent encore dans mon esprit, tu ne sers plus à rien. J'ai pris une décision. Il était temps que la vérité éclate, peu importe combien elle serait douloureuse. J'ai appelé Monsieur Lavigne, mon avocat depuis plus de 3 décennies, un homme qui a gardé beaucoup de mes secrets au fil des ans. J'ai besoin de réécrire mon testament, lui ai-je dit quand il est arrivé à mon appartement, portant sa traditionnelle serviette en cuir usé. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture, avec cette expression qui mêlait respect et inquiétude. Un problème avec l'actuel, Madame Leroy? Il n'est plus adéquat, ai-je simplement répondu. Il y a certaines vérités qui ne peuvent plus attendre ma mort pour être révélées. J'ai passé les 2 heures suivantes à dicter mes nouvelles instructions, interrompues occasionnellement par les tremblements qui m'obligeaient à faire une pause, à respirer profondément, à continuer. Monsieur Lavigne prenait des notes méticuleusement, posant parfois des questions pour clarifier des points spécifiques. Quand j'ai terminé, il a tout relu pour confirmer l'exactitude. « Êtes-vous sûr de cela, Madame Leroy ?» a-t-il demandé, ajustant ses lunettes en lisant mes instructions pour la répartition des biens, pour les révélations qui devaient être faites, pour les lettres qui devaient être remises. « Absolument, ai-je répondu, sentant une étrange paix m'envelopper. Parfois, nous devons tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. Il a acquiescé, comprenant plus que ses mots ne révélaient. Il m'avait aidé à créer la fondation, connaissait une partie de l'histoire, bien que pas tous les détails personnels. Y a-t-il d'autres mesures que vous souhaiteriez prendre maintenant, outre le testament, a-t-il demandé gentiment. Procuration pour soins médicaux, peut-être? Considérant votre état. Pas encore, ai-je interrompu. J'ai encore assez de clarté mentale pour prendre mes propres décisions. Et il y a des choses que je dois faire moi-même. Dans les semaines qui ont suivi, alors que le Parkinson faisait trembler mes mains de plus en plus, rendant difficiles même les tâches les plus simples, j'ai commencé à écrire des lettres. Des lettres longues et douloureuses, cathartiques. Des lettres pour Élodie, expliquant tout ce que je n'avais jamais eu le courage de dire. Des lettres pour mes petits-enfants, pour qu'ils connaissent leur grand-mère au-delà de la surface. Et une lettre spéciale, la plus difficile de toutes, pour quelqu'un qu'Élodie ne connaissait pas encore. Quelqu'un qui changerait sa perception de ce que signifie ne plus servir à rien. Une personne qui, sans le savoir, était sur le point d'entrer dans nos vies et de tout changer à jamais. Le temps s'écoulait, comme le sable dans un sablier qui ne peut être retourné. Mais pour la première fois depuis des décennies,
je n'avais pas peur. Ni de la maladie qui progressait, ni des vérités qui devaient être dites. Je ressentais seulement l'urgence de corriger le passé, de donner un nouveau sens à l'avenir, avant qu'il ne soit trop tard. 3 mois se sont écoulés depuis cette après-midi pluvieuse dans mon appartement. Mon corps a commencé à me trahir davantage, les tremblements se sont intensifiés, la rigidité musculaire est devenue une compagne constante. La fatigue, une ombre persistante qui me suivait même les jours les plus ensoleillés. Le Parkinson avançait, me volant de petites libertés que je ne remarquais même pas posséder auparavant, boutonner mon propre chemisier, signer mon nom clairement, tenir une tasse de thé sans la renverser. Élodie m'appelait sporadiquement, des conversations rapides et mécaniques, comme quelqu'un qui remplit une obligation. Sa voix toujours pressée, toujours avec un bruit de fond des claviers qu'on tape, des papiers qu'on feuillette, la vie qui se déroule rapidement de l'autre côté de la ligne. Maman, j'ai trouvé une maison de repos à Neuilly-sur-Seine. C'est cher, mais ils ont des spécialistes en Parkinson. Nous pouvons utiliser l'argent de la vente de ton appartement. Neuilly-sur-Seine. Élégant, distant. Loin des yeux d'Élodie, loin du cœur. Un endroit où des personnes comme moi sont gardées comme de vieux meubles trop précieuses pour être jetées, trop encombrantes pour rester en vue. Je ne vendrai pas l'appartement, Élodie. Mon refus était ferme, malgré mes mains tremblantes. Cet appartement, avec ses fenêtres qui grincent au vent, avec les marques sur le mur qui montrent la croissance d'Élodie au fil des ans, avec les éraflures sur le parquet faites par le fauteuil roulant de Lucien dans ces derniers mois, c'était mon monde, mon histoire matérialisée. Mais maman, sois raisonnable. Cet endroit tombe en morceaux, et tu as besoin de soins. Son pragmatisme m'a toujours impressionné. Même enfant, Élodie organisait ses jouets par couleur et taille, planifiait ses études des semaines avant les examens. Cette caractéristique a fait d'elle une femme d'affaires accomplie, mais a aussi construit un mur entre son cœur et ses émotions. J'ai assez d'argent pour engager une infirmière. Quel argent ? Ta retraite couvre à peine tes dépenses. L'incrédulité dans sa voix m'a fait sourire, pensant à ce qu'elle ne savait pas. Les actions que j'avais achetées dans les années 80, quand tout le monde disait que l'investissement était une affaire d'homme. Les investissements immobiliers que j'avais faits silencieusement, vendant et achetant de petits appartements dans des quartiers qui se sont valorisés. L'argent de la fondation, qui avait augmenté exponentiellement sous la gestion prudente de gestionnaires financiers qui n'avaient jamais connu le visage de la mystérieuse Madame M. Fais-moi confiance, ma chérie. Tout n'est pas comme il paraît. C'était le premier indice que je lui donnais, mais elle était trop occupée pour s'en apercevoir. La vie moderne a cette cruauté, nous devenons si concentrés sur l'avancement que nous oublions de regarder autour de nous, de voir les signes, d'écouter le non-dit. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai engagé par moi-même une infirmière, Madame Rousseau, une femme d'âge moyen aux mains douces et aux yeux qui avait déjà vu beaucoup de douleurs. Elle venait 3 fois par semaine, m'aidait pour la douche, pour les exercices prescrits par le physiothérapeute, parfois elle s'asseyait simplement avec moi pendant que je lisais, prête à prendre un livre que mes doigts ne pouvaient plus tenir longtemps. Par une après-midi de janvier, lorsque le froid parisien était tranchant comme un rasoir et que la neige commençait à tomber en gros flocons, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Marion Dubois, l'assistante sociale qui m'avait aidé avec les papiers d'adoption de Céleste, 50 ans auparavant. Sa voix avait vieilli, mais gardait le même ton compatissant qui m'avait réconforté en ce lointain janvier. Madame Leroy ? C'est moi, Marion Dubois. Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, mais... Je me souviens parfaitement, Madame Dubois, ai-je interrompu, mon cœur s'accélérant. En toutes ces années, je n'avais jamais espéré recevoir un appel d'elle. Les processus d'adoption de cette époque étaient hermétiquement fermés. Je transgresse certaines règles en appelant, a-t-elle continué, comme si elle lisait dans mes pensées. Techniquement, je n'aurais pas dû garder vos coordonnées. Mais quelque chose est arrivé. Quelque chose que vous devriez peut-être savoir. Mon cœur s'est emballé d'une façon que même le Parkinson ne pouvait pas expliquer. Un espoir absurde a fleuri dans ma poitrine, malgré toute logique. C'est à propos de Céleste ? Un soupir à l'autre bout de la ligne, une pause lourde.
Pas exactement. C'est à propos de sa fille. J'ai laissé tomber le téléphone. Le petit appareil a rebondi sur le parquet, tandis que mon esprit essayait de traiter ces mots. Céleste avait eu une fille avant l'accident. Une fille qui avait survécu. Une petite fille dont j'ignorais l'existence. Avec des doigts maladroits, j'ai récupéré le téléphone. Une fille ? Oui, a poursuivi Marion patiemment. Elle s'appelle Emmeline. Elle a 30 ans maintenant. Elle est médecin, d'après ce que je sais. Elle a contacté notre service récemment. Elle recherche ses origines. Recherche ses... Ma voix a flanché. Je ne pouvais pas terminer la phrase. Vous, Madame Leroy. Elle sait à propos de l'adoption de sa mère et a réussi à retrouver certains documents. Elle veut vous rencontrer, si vous le permettez. Emmeline. Ma petite fille. La fille de la fille que je n'ai jamais connue. Une branche de l'arbre familial que je croyais avoir été coupée avant même de fleurir. Dans les jours qui ont suivi, j'ai vécu dans un état de torpeur et d'excitation. Avec l'aide de Marion, qui avait pris sa retraite mais gardait encore des contacts dans le système d'assistance sociale, nous avons contacté Emmeline par des lettres formelles, suivant les protocoles pour ces cas. La bureaucratie française peut être exaspérante, mais il y a une certaine dignité à suivre les procédures établies, surtout pour des questions aussi délicates que la réunion de familles séparées. J'ai découvert qu'Emmeline vivait à Toulouse, travaillait comme médecin dans un hôpital universitaire, se spécialisant en neurologie spécifiquement, dans les maladies dégénératives comme le Parkinson. Peut-être que le destin avait un sens de l'humour plus élaboré que je ne l'imaginais. Elle a accepté de venir à Paris pour me rencontrer, un week-end de février. J'ai passé la semaine précédente dans des préparatifs frénétiques. J'ai nettoyé l'appartement comme je ne l'avais pas fait depuis des mois, ignorant les protestations de Madame Rousseau sur le fait que je m'épuisais trop. J'ai demandé au boulanger du coin de réserver les meilleurs croissants. J'ai répété mentalement ce que je dirais, comment j'expliquerais l'inexplicable. La première fois que j'ai vu Emmeline fut comme regarder un fantôme matérialisé. Elle se tenait à ma porte, une jeune femme de taille moyenne, avec des cheveux châtains attachés en un chignon simple et mes yeux m'observant avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Elle avait les mêmes yeux que les miens, la même forme de visage que Céleste sur les quelques photos que le détective avait réussi à me rapporter des années auparavant. « Madame Leroy » a-t-elle demandé, sa voix douce, contrôlée, comme quelqu'un habitué à donner des nouvelles difficiles à des patients. « Mathilde » ai-je corrigé, tendant ma main tremblante. « S'il vous plaît, entrez. » Emmeline. Son nom sur mes lèvres a semblé briser quelque chose en nous deux. Elle a fait un pas en avant, sans avertissement, m'a étreinte. Une étreinte prudente, mais authentique. Le genre d'étreinte qu'on donne à une connaissance qui traverse un moment difficile, pas assez intime pour être familière, mais trop sincère pour être simplement courtoise. Dans mon salon, nous nous sommes assises l'une en face de l'autre, deux étrangères unies par un lien invisible qui traversait les décennies. J'ai offert du thé, qu'elle a accepté avec un sourire poli. Nous avons d'abord parlé de banalité, le temps, le voyage en train depuis Toulouse, la beauté éternelle de Paris même en hiver. « Je n'ai su votre existence qu'il y a 2 ans » a-t-elle finalement dit, tenant la tasse à 2 mains, comme si elle cherchait de la chaleur. Après le décès de mes parents adoptifs, les mêmes qui avaient adopté ma mère, en fait j'ai trouvé les documents originaux de son adoption. C'est ainsi que j'ai découvert votre existence. Ses yeux, si semblables aux miens, m'étudiaient avec intensité, comme s'ils cherchaient des réponses écrites sur mon visage ridé. Je me sentais exposée, vulnérable, mais aussi étrangement soulagée. Enfin, quelqu'un regardait au-delà de la façade d'une dame atteinte de Parkinson, pour voir la femme qui existait derrière les tremblements et la fragilité apparente. Elle a ouvert son sac et en a sorti une photographie protégée par une enveloppe plastique. Elle me l'a tendue avec soin, comme on remet une relique précieuse. C'est Céleste. Ma mère. La photo montrait une jeune femme d'une vingtaine d'années, aux cheveux foncés et aux yeux lumineux, assise sur un banc de jardin avec un bébé dans les bras. Emmeline, ai-je présumé. Céleste souriait à l'appareil avec une joie si pure, si complète,
que j'ai senti des larmes se former dans mes yeux. C'était comme regarder un miroir du passé, une version de moi qui avait pris un chemin différent. Elle était heureuse, a dit Emmeline avec gentillesse, remarquant mon émotion. Elle a été élevée par des personnes merveilleuses, qui l'aimaient profondément. Et elle m'aimait beaucoup aussi, même m'ayant eu si jeune. Les 5 années que j'ai passées avec elle étaient pleines d'amour. 5 ans. Seulement 5 ans avec sa mère avant l'accident. Pourtant, 5 ans de plus que ce que j'avais eu avec Céleste. Comment était-elle, ai-je demandé, ma voix presque un murmure. Comme personne, je veux dire. Intense, a répondu Emmeline immédiatement, avec un sourire nostalgique. Passionnée par tout ce qu'elle faisait. Elle étudiait la littérature à l'université, adorait la poésie, surtout Apollinaire. Apollinaire, ai-je répété, sentant une vague d'émotion me traverser. Comme Lucien, ai-je pensé. Comme les poèmes qu'il cherchait chaque semaine dans la librairie où nous nous sommes rencontrés. Peut-être que l'amour pour certaines choses est dans le sang, transmis silencieusement à travers les générations, même sans contact. Après l'accident, a continué Emmeline, sa voix maintenant plus douce, j'ai été élevée par les mêmes parents adoptifs qui avaient élevé ma mère. Ils me racontaient des histoires sur elle tous les jours, me montraient des photos, lisaient les poèmes qu'elle aimait. Ils ont tout fait pour que je ne l'oublie jamais, pour qu'elle reste vivante d'une certaine façon. Et alors, comme un barrage qui se rompt, j'ai commencé à parler. Des mots qui avaient été retenus pendant un demi-siècle ont coulé sans contrôle. J'ai raconté à Emmeline l'été en Provence, Gérard et son abandon, la douleur de donner un bébé à l'adoption, le secret que j'avais gardé pendant des décennies. J'ai parlé de Lucien, d'Élodie, de la sœur qu'elle n'avait jamais su qu'elle avait. Ma fille pense que je ne sers plus à rien, ai-je finalement avoué, la fatigue de la confession pesant sur moi. La honte colorant mes paroles. Et peut-être a-t-elle raison. J'ai échoué avec Céleste. J'ai échoué à dire la vérité à Élodie. Emmeline, qui avait tout écouté avec l'attention calme d'un médecin habitué à entendre des histoires difficiles, s'est penchée en avant et a pris mes mains tremblantes dans les siennes. Des mains fortes, stables, des mains qui sauvaient des vies tous les jours. Il n'est jamais trop tard pour réparer les choses, a-t-elle dit, avec une conviction qui ne peut venir que de l'expérience personnelle. J'ai mis 30 ans à vous trouver, et nous voilà. Le lendemain, j'ai rappelé Monsieur Lavigne et fait une modification supplémentaire à mon testament. Une qui incluait Emmeline non seulement comme bénéficiaire, mais comme partie fondamentale de l'avenir que j'envisageais pour la Fondation Étoile Tombée. Durant les semaines suivantes, Emmeline venait me rendre visite régulièrement, adaptant son emploi du temps à l'hôpital pour passer plus de temps à Paris. Sans que je le demande, elle a engagé une infirmière supplémentaire pour rester avec moi, complétant les soins de Madame Rousseau, refusant fermement mes protestations concernant le coût. J'ai aussi mes secrets, grand-mère, a-t-elle souri lors d'une de ses visites, utilisant pour la première fois ce mot qui a fait fondre mon cœur. Je suis spécialiste en neurologie. Je travaille avec des patients atteints de Parkinson. Je ne peux pas vous guérir, mais je peux aider à rendre vos jours plus confortables. Grand-mère. Un mot que je n'avais jamais espéré entendre des lèvres de quelqu'un lié à Céleste. Un mot qui a créé un pont au-dessus de l'abîme de 50 ans d'absence. Le jour s'est levé avec une clarté particulière sur Paris. Ce genre de lumière qui semble nettoyer la ville de ses ombres. C'était comme si le ciel savait que ce serait le jour de la vérité. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, celui qui était face à la fenêtre, d'où je pouvais voir le mouvement de la rue. Emmeline était sortie acheter des croissants frais à la boulangerie du coin. Ces dernières semaines, elle s'était pratiquement installée dans mon appartement, dormant dans la petite chambre d'amis qui ne contenait auparavant que des cartons remplis de souvenirs du passé. Les tremblements étaient pires ce matin-là. Le médecin avait dit que cela arriverait, qu'il y aurait des bons jours et des mauvais jours. Celui-ci semblait être un des mauvais, du moins physiquement. Mais mon cœur était léger, prêt pour ce qui allait venir. Élodie devait arriver à midi. Elle avait appelé la veille, disant que nous devions régler la situation une fois pour toutes. Son ton suggérait que la décision concernant mon avenir était déjà prise, sans ma participation.
À 11h45, la sonnette a retenti. Élodie arrivait toujours en avance quand elle voulait contrôler une situation. C'est ouvert, ai-je appelé, sans me lever. Ma canne reposait à côté du fauteuil, mais je savais que me lever seule serait risqué aujourd'hui. Élodie est entrée comme une brise froide. Élégante dans son ensemble tailleur gris, cheveux parfaitement coiffés, maquillage impeccable. Elle portait une pochette de documents sous le bras. « Maman, tu sembles fatiguée », a-t-elle dit, posant la pochette sur la table. Pas de baiser, pas d'étreinte. Juste la constatation clinique de l'évidence. Le Parkinson me fait cet effet, ai-je répondu avec un faible sourire. Mais je suis bien soignée. À ce propos, elle a tiré une chaise et s'est assise face à moi, j'ai tout finalisé avec la maison de repos. Ils ont une place pour la semaine prochaine. J'ai apporté les documents à signer. Elle a ouvert la pochette, révélant un contrat de plusieurs pages avec le logo d'un établissement luxueux. Elle est considérée comme l'une des meilleures institutions de France, a-t-elle poursuivi. Ils ont des jardins, des activités culturelles, une équipe médicale 24 heures sur 24. Ce sera mieux que de rester ici toute seule. Je ne suis pas seule, Élodie. Elle a haussé un sourcil, confuse. L'infirmière ne vient que 3 fois par semaine. Ce n'est pas suffisant dans ton état. Ce n'est pas à propos de l'infirmière, ai-je répondu, regardant vers la porte de l'appartement qui venait de s'ouvrir silencieusement. Emmeline est entrée en portant un sac de la boulangerie, son jeune visage illuminé par le soleil du matin. Elle portait un jean simple et un chemisier blanc. Rien de l'élégance calculée d'Élodie, mais il y avait en elle une beauté naturelle et une présence qui remplissaient la pièce. Désolée pour le retard, grand-mère. La file était énorme, a-t-elle dit, posant le sac dans la cuisine avant de remarquer Élodie. Oh, bonjour. Élodie s'est retournée, surprise par l'intrusion et par la familiarité avec laquelle l'étrangère s'adressait à moi. Qui êtes-vous ? A-t-elle demandé d'un ton mêlant autorité et méfiance. Emmeline s'est approchée, tendant la main. Emmeline Bernard. Je suis médecin neurologue. Et la petite fille de Mathilde. Le silence qui a suivi était dense, presque palpable. J'ai vu le visage d'Élodie passer par une séquence d'émotions, confusion, incrédulité, et finalement, colère. De quoi parlez-vous ? Je suis la seule fille de ma mère. Élodie, ai-je appelé doucement. Nous avons une longue conversation devant nous. S'il te plaît, assieds-toi. Durant les 2 heures suivantes, j'ai tout raconté à Élodie. L'été en Provence, Céleste, le demi-siècle de secrets et de culpabilité. Je lui ai montré les quelques photos que j'avais de Céleste, parlé de comment j'avais trouvé Emmeline, et comment elle était entrée dans ma vie comme une seconde chance. Élodie est restée silencieuse pendant presque tout le récit, son visage un masque impénétrable. Ce n'est qu'occasionnellement qu'une larme s'échappait, rapidement essuyée comme si c'était une faiblesse inacceptable. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» a-t-elle finalement demandé, sa voix se brisant pour la première fois. « Pourquoi cacher une sœur à moi pendant toute ma vie ? Parce que j'avais honte, ai-je avoué. Honte d'avoir abandonné une fille. Honte de ne pas avoir été assez forte. Et puis, plus le temps passait, plus il devenait difficile de dire la vérité. Papa savait ? Non. Lucien n'a jamais su. Je l'ai rencontré après, et je n'ai jamais trouvé le courage de révéler ce secret. Élodie s'est levée, marchant jusqu'à la fenêtre. Elle est restée dos à nous pendant plusieurs minutes, les épaules tendues. J'avais le droit de savoir, a-t-elle finalement dit. Oui, tu l'avais, ai-je admis. Et j'ai commis une terrible erreur en te refusant cela. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Je peux seulement essayer de réparer les choses maintenant. C'est alors qu'Emmeline, qui s'était tenue discrètement assise dans un coin, s'est levée et s'est approchée d'Élodie. Je sais que c'est un choc, a-t-elle dit avec douceur. Pour moi aussi, ça l'a été. Mais j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour former de nouveaux liens. Tu es ma tante, Élodie. Le sang de mon sang. Élodie s'est retournée, regardant Emmeline comme si elle la voyait pour la première fois.
Il y avait quelque chose dans ses yeux, une reconnaissance, peut-être. La même ligne de mâchoire, la même forme des yeux. Tu lui ressembles, a dit Élodie, sa voix presque un murmure. À maman quand elle était jeune. Emmeline a souri. Tout le monde dit que j'ai le sourire de ma mère. Et ma mère avait le sourire de grand-mère. À ce moment, j'ai vu quelque chose changer en Élodie. Comme si une porte verrouillée commençait à s'ouvrir. Il y a encore une chose que tu dois savoir, ai-je dit, faisant un geste pour qu'Emmeline m'apporte la boîte qui était rangée dans l'armoire. De la boîte, j'ai sorti une enveloppe scellée portant le cachet du cabinet de Monsieur Lavigne. C'est mon testament, ai-je expliqué. Non, ne fais pas cette tête. Je ne vais pas mourir demain. Mais j'aimerais que tu saches ce qu'il contient, avant qu'il ne soit trop tard. J'ai tendu l'enveloppe à Élodie, qui l'a prise d'une main tremblante. Tu peux l'ouvrir, ai-je dit. C'est une copie. L'original est chez mon avocat. Elle a ouvert l'enveloppe, dépliant plusieurs pages de papier à en-tête. J'ai lu dans ses yeux le moment exact où elle est arrivée à la partie concernant la Fondation Étoile Tombée, la fortune que j'avais accumulée silencieusement au fil des ans, et comment cette fortune serait distribuée. 6 millions d'euros. Élodie a laissé échapper, incrédule. Tu as 6 millions d'euros? Investissement, économie, l'achat de ces terrains à Bordeaux dans les années 90 que tout le monde pensait être une folie, ai-je expliqué. Oui, 6 millions. Dont 4 iront à la fondation pour poursuivre son travail auprès des mères célibataires et des enfants orphelins. Et le reste? 1 million pour toi. Et 1 million pour Emmeline. Élodie a laissé les papiers tomber par terre, les yeux pleins de larmes. Pourquoi penses-tu que tu ne sers plus à rien? A-t-elle demandé, la voix étranglée. Pourquoi donner tout à la fondation? Non, ma chérie. Parce que pendant toutes ces années, alors que tu construisais ta vie, ta carrière, ta famille, j'essayais de compenser la plus grande erreur de ma vie. Parce que chaque centime que j'ai gagné au-delà du nécessaire pour vivre confortablement a été destiné à aider des jeunes femmes qui, comme moi, ont affronté des choix impossibles. Parce que mon objectif a toujours été plus grand que ce que tu imaginais. Élodie est tombée à genoux à côté de moi, pleurant ouvertement maintenant. Maman, pardonne-moi, a-t-elle sangloté. Ces horribles paroles que j'ai dites, je ne savais pas, je ne comprenais pas. J'ai posé ma main tremblante sur ses cheveux, les caressant comme quand elle était petite. Il n'y a rien à pardonner. Tu as dit ce que tu pensais à ce moment-là. Et je comprends. Ça semblait vraiment que je ne servais plus à rien. Mais tu sers. Élodie a levé le visage, marqué par les larmes. Tu as construit quelque chose d'incroyable, tu as aidé tant de personnes. Et maintenant je veux en aider une de plus, ai-je dit, regardant Emmeline, qui observait la scène les larmes aux yeux. Je veux aider mes 2 filles à se connaître. À être une famille. C'est à ce moment qu'Élodie s'est levée, et sans hésitation, a étreint Emmeline. Une étreinte maladroite, d'étrangères qui partageaient le même sang, mais un début. Je suis désolée pour ta mère, a dit Élodie. De n'avoir jamais connu ma sœur. Elle aurait adoré te connaître, a répondu Emmeline. D'après ce que je sais, elle a toujours voulu une sœur. Dans les mois qui ont suivi, j'ai vu ma famille renaître sous mes yeux. Élodie a déménagé dans un appartement plus grand, avec une chambre adaptée pour moi. Emmeline est restée à Toulouse, mais nous rendait visite presque tous les week-ends. Antoine et Camille, mes petits-enfants, ont adoré découvrir qu'ils avaient une cousine médecin. Le Parkinson poursuivait son cours inexorable, mais maintenant j'affrontais chaque jour avec la certitude que je n'étais pas seule. Que peu importait à quel point mon corps me trahissait, mon héritage continuerait à vivre à travers les vies que j'avais touchées. Un soir, alors que nous observions le coucher de soleil depuis la terrasse du nouvel appartement d'Élodie, elle a pris ma main. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus, maman ?» a-t-elle demandé. « Ce n'est pas l'argent ou la fondation. C'est comment tu as transformé ta plus grande douleur en quelque chose de beau. Comment tu as converti la culpabilité en objectif. » J'ai souri, sentant les derniers rayons de soleil réchauffer mon visage.
C'est ce que font les mères, ma chérie. Nous transformons tout ce que nous avons, même nos défauts, en amour. Parce qu'au final, c'est tout ce qui compte. Aujourd'hui, avec le Parkinson qui progresse, je sais que mon temps est compté. Mais je n'ai pas peur. J'ai vécu assez longtemps pour voir ma famille réunie, pour connaître ma petite fille, pour enfin sentir que mon cercle s'est complété. Et quand je partirai, ce ne sera pas comme quelqu'un qui ne sert plus à rien. Ce sera comme quelqu'un qui, malgré toutes ses erreurs, a aimé profondément et inconditionnellement. Qui a construit des ponts là où il y avait des abîmes. Qui a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour réparer ce qui a été brisé. Parce qu'au final, ce ne sont pas nos possessions ou nos réalisations qui définissent notre valeur. C'est l'amour que nous donnons, les vies que nous touchons, les blessures que nous guérissons en commençant par les nôtres. Et cela, ma chère fille l'a découvert, est le véritable sens de servir à quelque chose dans cette vie. Vous savez ce que c'est, entendre qu'on ne sert plus à rien? Moi, je sais. Cette douleur qui s'installe dans les os, plus profonde encore que la maladie de Parkinson. Qui vous fait remettre en question tout ce que vous avez construit. Combien d'entre vous gardent des secrets depuis des décennies? Combien ont dû réinventer le sens du mot « famille » ? La vie après 60 ans n'est pas faite pour les lâches. J'aimerais savoir comment vous avez fait face à des enfants devenus distants, à des vérités jamais dites. Ou si, comme moi, vous avez trouvé un sens à votre existence alors que tout le monde s'attendait simplement à ce que vous disparaissiez en silence. Laissez votre commentaire. Pas pour moi, mais pour les autres qui écoutent ceci et se disent « Moi aussi, j'ai vécu ça ». Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Pas par sentimentalisme bon marché, mais parce que nous avons besoin de plus de voix mûres qui se font entendre. Des histoires vraies, sans phare, sans artifice. Comme la vie l'est vraiment, quand les rides sont des cicatrices de guerre. Mathilde Leroy.